Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Conversations du Tigre. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir la comédienne et écrivain Ariane Séguillon qui vient pour la première fois nous rendre visite au Tigre. Bonjour. Ariane. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très sensible, très pudique, que nous n'avons jamais eu l'occasion d'aborder et je suis très heureuse de le faire avec toi, c'est le rapport au corps, les troubles alimentaires et la complexité à s'aimer. On a souvent parlé de dysmorphophobie et c'est un sujet dont les gens savent à quel point il m'est cher. Toi, tu en as été victime. Tu as été jusqu'au boutiste dans cette détestation finalement de ton corps et dans ce rapport dystrophié à ton corps. Et tu racontes tout cela dans un livre qui s'appelle tout simplement et avec finalement beaucoup d'humour, La Grosse, publié chez Flammarion. Et ce livre est un petit bijou. Il est sorti au mois de mars. Si vous êtes passé à côté, je vous invite vraiment à vous rattraper le plus rapidement possible. C'est un voyage, c'est un récit qui est à la fois pudique et impudique, sincère et drôle, émouvant, triste. On voyage dans l'histoire de ta famille, on voyage dans ta propre histoire, dans ton rapport à ton corps, ton rapport à ton frère, ton rapport à une grand-mère exceptionnelle. Et je voulais commencer déjà par te remercier d'avoir eu le courage d'écrire ce livre. Ça m'émeut, merci beaucoup. Merci. Quel a été le déclencheur? Alors, le déclencheur, bizarrement, c'est pas moi. Je pense que le déclencheur, c'est un enchaînement de choses qui ont fait qu'à un moment, il a fallu que j'écrive ce livre. C'est-à-dire que les gens m'ont vu petit à petit maigrir et d'un seul coup, ça a déclenché, comme je fais une série assez populaire, même très populaire, ça a déclenché un nombre de messages et à un moment, je me suis dit, je vais dire les choses. Je vais dire, écoutez, j'avais grossi parce que j'étais boulimique. Et ça a été une espèce de bombe atomique quand j'ai dit que j'étais boulimique et j'ai reçu des centaines, des milliers, enfin j'arrivais plus à répondre, de messages de gens en détresse qui m'ont dit mais enfin quelqu'un parle, nous le dit. Et le problème c'est que... Quelqu'un qu'on aime et quelqu'un qui ose s'afficher dans les médias, ouais, qui ose sur dire. les écrans, puisque tout le monde te connaît, tu n'as jamais fui les écrans parce que tu n'aimais pas ton corps. Et c'est tout ce qui est passionnant finalement dans la complexité psychologique qui est la tienne et que tu exprimes dans ce livre, c'est que tu dis que tu as à la fois été toujours actrice, même petite enfant dans ta famille, à l'école, tu étais une actrice née, tu as commencé à jouer à 15 ans, mais néanmoins, tu as voulu cacher ton corps. Finalement, on peut le cacher dans l'anorexie comme on peut le cacher dans la boulimie, on cache quelque chose. Et c'est un peu une petite mort, on détruit son corps. Ah, mais tout en progressant, puisque tu racontes tous les castings, tout ce que... tu dis que tu avais demandé à ton agent de ne faire plus que des premiers rôles. Donc en plus, tu assumais pleinement cette idée de dire « je veux être à l'affiche ». Oui, mais j'ai été obèse 5 ans. Hein. Tu peux nous dire, pour les gens qui n'ont pas encore lu le livre, qui vont le lire bientôt, quel poids tu faisais et de combien à combien tu es passé et à quel âge? Alors, ce qu'il y a de très drôle, c'est que j'ai mis dans mon livre 105 kilos. En fait, je suis allée au-delà. Hein. Je suis allée jusqu'à 110, mais c'est bizarre, je me suis enlevé 5 kilos. Je ne sais pas pourquoi. En le relisant, je me suis dit non, mais j'étais à 105, puis après, je me suis dit non, mais je vais laisser comme ça. Mais en fait, je suis montée à 110 kilos assez vite. J'ai grossi avant, c'est-à-dire que j'ai fait une série qui s'appelait Tiger Lily où j'avais déjà grossi parce que moi je le raconte dans mon livre, j'ai été enceinte plusieurs fois et j'ai pas gardé mon enfant, enfin j'ai fait des fausses couches, hein, faut appeler un chat un chat. Donc là j'avais déjà commencé à grossir quand j'ai fait Tiger Lily, j'étais montée jusqu'à 80 kilos, ce qui est déjà pas mal hein, pour 1m70. Et en fait je peux pas dire l'âge où j'ai commencé à grossir. Disons que j'ai commencé à vraiment avoir des soucis et à grossir, disons vers 39-40 ans, où j'ai commencé à faire un espèce de yo-yo dangereux. Voilà, avec les fausses couches, et en fait, si je suis honnête avec moi, je pense qu'il y avait un truc latent avec la nourriture que je n'ai jamais réellement vu, puisque j'étais très sportive, puisque j'avais cette chance de ne pas grossir, je pouvais manger ce que je voulais, mais j'étais quand même déjà quelqu'un qui mangeait
pas entre parenthèses normalement. Mais c'est tout le paradoxe que tu racontes de ton enfance, c'était ce côté très sportif. Et c'est ce qui est aussi intéressant, puisqu'on va parler après de résilience, c'est que le sport a été là, a été une béquille toute ta vie, a été un allié, et on sent même que ton corps était ton allié. Et parce qu'il était fort, et tu le dis, il était plus résistant que les autres, tu pouvais faire 3 heures de sport dans la journée, tu avais une supériorité énergétique et corporelle par rapport aux autres qui t'a porté toute ta vie. Donc ce corps était ton allié avant de décider d'en faire ton ennemi. Mais je pense que c'était surtout ma force mentale, mon allié, parce que je pense que les deux sont liés, et je suis pas sûre qu'il y ait des corps plus forts que d'autres. Je pense qu'il y a un mental qui parfois est plus fort. J'ai dû être forte très jeune, parce que sinon je serais plus là. Parce que j'ai des enfances bien plus malheureuses que moi, évidemment, mais j'ai quand même vécu des choses très violentes très jeune. On va y revenir. Voilà, et du coup, je pense que il a fallu que dès le départ, je sois, entre parenthèses, une machine de guerre, sinon je pense que je ne serais plus là aujourd'hui. Et le sport, ça a été ta façon d'exprimer ce côté warrior que tu as développé très tôt. Oui, et le fait de ne jamais rien lâcher, qui est épuisant, hein, mais... Je vois bien. Mais il fallait pas que je lâche, parce que... Et ce qui fait que j'ai lâché, à un moment j'ai lâché, je suis tombée dans la boulimie. Parce qu'à un moment, je pense que c'était trop. Benjamin, mon petit frère, qui est tombé gravement malade, voilà, parce qu'ils n'ont pas lu le livre et qui a fini par en mourir, ça a été le déclencheur vraiment de la vraie boulimie. Et ce que j'avais complètement oublié, ce que je raconte dans mon livre, c'est que le jour où il m'a annoncé qu'il avait un cancer, je me suis arrêtée dans une boulangerie. Je pense que c'était vraiment le déclic. Et j'ai acheté 5 croissants et 5 pains au chocolat. Voilà, et que j'ai mangé en moins d'1 minute. Et je ne me souvenais plus du tout de ça. Mais ça a été, je pense, le départ de vraiment la boulimie poussée Et combien de temps il t'a fallu avant de mettre le mot boulimie sur tes lèvres et dans ton esprit? Beaucoup de temps. Je ne sais plus exactement, mais beaucoup de temps. Parce que quand on est drogué à la bouffe, parce que j'appelle ça à un moment-là, si ça vient de la bouffe, c'est plus de la nourriture, puisque c'est pour se remplir et non pas pour se nourrir, donc ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas exactement le temps, mais longtemps. Parce que on se ment, parce que si on vous fait une réflexion en disant que vous grossissez, vous dites que... Moi, je disais, c'est pour un film, c'est pas j'inventais. Oui, il y a un processus de mensonge qu'on voit très bien dans le livre, et que toutes les personnes, je pense, qui ont vécu des troubles alimentaires, que ce soit dans l'anorexie ou la boulimie, le savent. On crée un écosystème mensonger permanent avec des mensonges qui s'adaptent aux interlocuteurs. Bien sûr, c'est exactement ça. Et puis on ment pour pas aller à un dîner, parce que tout ce qui touche à la nourriture devient tabou. Donc manger avec les autres, c'est affreux. Je pense que c'est... D'ailleurs, j'ai parlé avec des jeunes filles anorexiques qui m'ont dit la même chose, c'est-à-dire que manger avec d'autres gens est extrêmement désagréable. Ça devient horrible, parce qu'on n'a vraiment pas envie d'être avec les autres pour manger. On veut pouvoir manger ce qu'on veut, donc c'est-à-dire... et pouvoir aller se faire vomir tranquille. Voilà, c'est-à-dire 15 paquets de gâteaux, ça on ne fait pas avec les autres. Des choses astronomiques. Et tu aurais eu envie ou besoin à ce moment-là que quelqu'un te tende la main, ou tu sentais qu'il fallait que tu ailles au bout de ce chemin toute seule? Non, personne ne pouvait me tendre la main. Tu refusais les mains tendues? Oui, on me l'a tendu et je trouvais que tout était agressif, tout était... non, personne. Parce que le déni était trop fort, parce que... Oui, parce que le déni est... Il y avait un processus de destruction, tu crois? Ah bien sûr, je le dis d'ailleurs dans mon livre, c'est un suicide. Lent, mais c'est un suicide. L'anorexie, on appelle ça la petite mort aussi. Ouais. Et oui, bien sûr que c'est un suicide. Ah oui, c'est un suicide. Et puis de toute façon, moi je me souviens qu'à un moment, un des médecins m'a dit, mais Madame Séguillon, vous savez que le cœur peut s'arrêter. C'est-à-dire que votre corps ne peut pas supporter autant de baguettes, autant de camemberts, autant de paquets de gâteaux, autant de bonbons. Votre corps ne peut pas. À un moment, il va s'arrêter. Et tu l'entendais, ça, la vie médicale? Non. J'avais des moments où je me disais, ah oui, quand même, j'avais un peu peur, et puis après, on passe au-delà. C'est comme la drogue, hein. Quand on vous dit, mais vous allez mourir, là, hein, avec l'héroïne,
avec la cocaïne, avec, enfin je sais pas, peu importe, les drogues dures Tu ou avais, l'alcool. t'avais déjà un terrain fertile sur les addictions? Pas du tout. Parce qu'on peut imaginer que dans le milieu de la télé, des médias, Non. tu as pu avoir finalement compensé une addiction par une autre addiction Alors, très bizarrement, je n'ai jamais pris de drogue dure de ma vie. que le camembert Parce que ça me et le chocolat. terrorise. La drogue dure me terrorise. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis qui en ont pris évidemment autour de moi, dont mon petit frère, surtout Benjamin, qui, je le dis parce qu'il le dit dans son livre, qui allait au plus loin qu'on puisse aller dans les drogues. Moi, ça m'a toujours terrorisé la drogue. Donc, ce qu'il y a de fou, c'est que j'avais peur de ça, mais finalement, je me suis mis dans une autre drogue. Donc, voilà. Oui, mais sans t'en rendre compte, peut-être plus Non. pernicieuse. Voilà. Alors, tu le racontes dans ton livre, mais raconte-nous comment tu as commencé à voir un peu la lumière au bout du tunnel et qu'est-ce qui a été le déclencheur de dire ok, maintenant ça suffit. Alors, c'est drôle parce que je crois que j'ai donné des réponses différentes à chaque interview que j'ai fait là-dessus. Bah, tu peux m'en donner plusieurs hein, si vraiment t'as envie. Parce qu'il y en a plusieurs. Bien sûr. Mon fils, en me disant d'un seul coup, il est quand même un peu jeune pour perdre sa mère. Oui, on peut dire que tu as une relation très fusionnelle et très respectueuse, mais passionnelle avec ton fils. Oui, mais en même temps très indépendante. Mais oui, on a une relation extraordinaire. J'ai Donc beaucoup de chance. lui, t'as eu peur pour lui. Je me suis dit, c'est un peu dégueulasse quand même pour lui de lui retirer sa mère si jeune, puis on est quand même très proches. Il y a eu ça, qui était quand même le plus important. Mon frère Benjamin, qui avait une telle soif de vie et qui est mort de ce cancer et où il a tout fait pour s'en sortir, je me suis dit, moi j'ai la chance d'avoir ce souffle. Et d'ailleurs il m'a dit, profite de ce souffle qui va me manquer. Je me suis dit, quand même, moi je suis là, je suis vivante et je vais pas en profiter. Je suis en train de me suicider, c'est un peu dégueulasse. Les autres, tous ces gens qui sont en souffrance et qui n'ont pas le choix, qui eux vont mourir. Et je me suis dit, non mais là à un moment il faut que j'arrête, là c'est super égoïste. Hein. Moi j'ai la chance d'être en vie et puis je pense que j'ai aussi un grand amour de la vie paradoxalement et je me suis dit allez, c'est un peu comme quand on est au fond d'une piscine et qu'on donne un grand coup de pied et qu'on remonte. On s'est dit allez, parfois on est quand même très très bien au fond de l'eau quoi. Voilà, c'est une espèce de truc qui vous porte, on est bien et puis on se dit non mais il faut aller, on ressort quoi et donc on donne ce coup de pied et on remonte. Mais alors le coup de pied pour toi ça a été la décision de faire une opération et tu le racontes avec beaucoup de sincérité et d'honnêteté et je pense qu'en effet pour toutes les milliers, enfin plutôt les centaines de milliers de personnes qui te suivent, qui te regardent, qui t'écoutent, le fait d'avoir osé le dire est d'un courage incroyable et a dû faire du bien à beaucoup de gens. Mais tu sous-titres ton livre par « Je suis guérie mais je me soigne ». Tu es allé au bout de l'opération, tu es mieux dans ton corps, mais tu te soignes encore? Alors, déjà, le déclic pour me soigner, ça n'a pas du tout été l'opération. Excuse-moi de te contredire, mais ça n'a pas du tout été ça. Ah non, au contraire. Parce que je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit que je m'étais fait opérer du tout au départ, aux gens qui m'ont demandé, aux fans, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai été extrêmement choquée de cette femme qui a été opérée en même temps que moi et qui n'a pas maigri, qui a perdu 5 kilos alors qu'elle avait 50 à perdre, parce que l'opération ne guérit pas. L'opération empêche de manger, disons, pendant un mois, où on doit manger liquide, mais au bout d'un mois, on peut continuer à manger toute la journée en petite quantité, mais on peut manger. Donc on peut ne pas maigrir, on peut regrossir. Donc pour moi, quand j'ai commencé à décider à m'occuper de moi, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai poussé la porte d'une psy. Alors j'ai tout essayé, hein, j'ai essayé le ballon, j'ai essayé de partir en cure, j'ai tout essayé. Et, oui, d'ailleurs c'est très drôle quand tu racontes toutes les... C'est ça qui est génial aussi dans ce livre, c'est que tu mets de l'humour dans tout ce que tu as essayé. Oui, j'ai tout essayé. Je pense que j'ai tout essayé, hein, faut être clair. Et le seul truc qui marche, c'est de soigner sa tête, c'est de savoir pourquoi, comment on mange. Oui, on sent que cette psy, elle a été déterminante dans le processus. Ah bah, on évidemment. sent même beaucoup d'affection dans la façon dont tu en parles. Et donc, pour soigner ton corps, tu as d'abord soigné ta tête. Mais c'est la seule solution. C'est réapprendre ce que c'est que d'avoir faim.
parce que quand on est boulimique, on ne sait plus, hein, on n'a plus jamais une sensation de faim ni de satiété. On peut manger en permanence, donc tout ça n'existe plus. Donc retrouver ça, réapprendre le goût aussi, puisque quelque part le goût, quand on commence une crise de boulimie, il est un peu là au début, mais après, je vous dis, quand le frigidaire est vide, on peut se taper un pot de moutarde, un pot de... Enfin tout ce qui est dans le frigidaire. Même les trucs, moi ce que je hais le plus au monde, c'est le céleri. Mais vraiment, le céleri, le fenouil. Je hais ça. Pour moi, je peux crever tellement je trouve ça horrible. Je me suis mangé du céleri. Il restait du céleri qu'avait acheté à l'époque mon ex dans le frigidaire. Je l'ai mangé. Et pour moi, le céleri, c'est vraiment un truc, je vous jure, hein, c'est immonde. Et ben, je l'ai mangé. J'ai mangé 2 trucs de céleri parce il me restait que ça, donc il fallait que je le mange, hein, tant pis. Hein. J'aurais pu manger n'importe quoi. Ouais, c'est une sensation de remplissage. Ouais. Mais d'ailleurs, à l'inverse, ce qu'on aime dans l'anorexie et ce qui est addictif dans l'idée de se faire vomir, et ça peut paraître fou de le dire, mais c'est la vérité, c'est la sensation de vide. Et que tu as vraiment ce plein et ce vide, mais ça répond à la même dynamique c'est pas ce qu'on mange qui compte ou ce qu'on démange, entre guillemets. C'est ce sentiment de corps plein et de corps vide qui est l'addiction. Ben c'est la même chose, c'est marrant parce que c'est comme l'histoire du shoot, où on attend, d'ailleurs je le raconte dans mon livre, de manger le plus tard possible, d'avoir vraiment le corps justement qui est vide, et d'un seul coup la sensation de remplissage est d'autant plus orgasmique, entre parenthèses, c'est-à-dire que le corps est vraiment vide et on va manger, et ça c'est le shoot, quoi. C'est comme une droguée, hein, qui est d'ailleurs en fait très désagréable, mais à ce moment-là, on trouve agréable. Donc tu as fait tout ce chemin très courageux de démarrer par soigner ta tête, soigner ton cœur. Est-ce que tu as à ce moment-là réappris à aimer ton corps? Est-ce que c'est l'opération qui t'a aidé à nouveau aimer ton corps? Est-ce que c'est l'image que tu as renvoyée au public et finalement en effet miroir que le public t'a renvoyé en disant mais on t'aime Ariane, merci, tu es merveilleuse? Qu'est-ce qui a provoqué finalement, ou peut-être que c'est une succession, ce réamour du corps? Alors, parce que finalement la résilience, elle est là. Alors, je vais encore te contredire. Mais il y a, pour moi, la résilience, ça me plaît. Elle n'est pas tout à fait là parce que j'aime toujours pas mon corps. En plus, j'étais sûre que tu allais me dire ça. Donc... j'apprends à m'aimer, j'apprends à aimer mon corps, j'apprends à aimer mon visage, à aimer... mais c'est très long. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai commencé ma vie... ma vie de jeune femme en étant quand même top modèle visage pour des grandes marques. Donc, j'étais censée être très jolie, mais je ne me suis jamais trouvée jolie. J'ai beaucoup de mal à m'aimer, mais je suis sur le chemin de cela. D'ailleurs, j'ai toujours été très étonnée quand des hommes, parce que j'ai quand même des hommes assez chouettes dans ma vie, j'ai été mariée 2 fois, il se trouve que ces 2 hommes-là étaient des hommes très beaux et plutôt chouettes, et j'ai beaucoup de mal à penser qu'on puisse m'aimer, à accepter que je suis aimable. C'est d'ailleurs assez douloureux, hein, mais je le dis parce que je sais que je ne suis pas la seule. Et j'ai même rencontré des femmes qui sont censées être les plus belles femmes au monde et qui sont complexées. Donc, quelque part, ça rassure. Mais c'est pour ça que délibérément, je cherche à te faire dire ce rapport à ton corps et à cet amour ou désamour du corps. C'est que je pense que malheureusement, ça touche beaucoup de personnes, trop de personnes. Je l'ai vécu. Je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent peuvent ressentir ça et de se dire « Ah mais moi non plus, je n'aime pas mon corps, je n'aime pas mon visage, je ne vois pas pourquoi on me trouve belle, qu'elle le soit ou pas, et qu'importe. » Et d'ailleurs, je pourrais dire « il » parce que ça touche aussi des hommes, même si c'est peut-être plus flagrant chez les femmes. Mais ce que j'aime, c'est cette idée qu'il y a un progrès, qu'on peut travailler ça, et que ce n'est pas une fatalité de se trouver moche. C'est pas une fatalité de détester son corps. Et c'est ça que j'ai envie de partager aujourd'hui avec toi, parce que tu as le courage de le dire
et que tu as le courage de dire je ne m'aime pas encore, mais je suis sur le chemin. Mais est-ce que tu as envie d'y arriver? Est-ce que tu as envie d'arriver au moment où tu vas te dire oh, mais j'adore, je m'adore? Ah bah oui, oui, je suis sur ce chemin-là, mais de toute façon, le chemin du bonheur demande une grande sagesse. Et le chemin de la sagesse, tout le monde ne naît pas Bouddha. Non, Il faut du temps. détaché de son ego. Et on sait à quel point, surtout nous les yogis, savons à quel point ce détachement de l'ego, c'est un long process, mais c'est ce qui nous aide. Pour revenir, justement, ça rejoint cette question de l'ego à ce qu'on évoquait au début. Est-ce que tu crois que d'être un personnage public, une personne médiatisée qui attire le regard, est-ce que ça t'a aidé ou au contraire ça t'a desservi quand tu as commencé un peu ce voyage aux enfers? Ça m'a énormément aidé parce que les fans, entre parenthèses, parce que pour moi c'est quelque chose de très positif, c'est pas du tout quelque chose parce que oui, on sent que tu les aimes beaucoup. Ouais, fan peut dire fanatique, or pour moi fan c'est pas ça. Fan c'est des gens qui aiment ce que vous faites et qui vous accompagnent et qui sont là inconditionnellement, et c'est des gens en général assez extraordinaires. Et moi, ils m'ont énormément aidé. Donc, parce que aussi, c'est ce que je dis dans mon livre, c'est que eux aussi ont des vies, ont des parcours de vie. Et puis parfois, c'est drôle parce que quelqu'un va vous écrire et il a un parcours similaire. Il vous dit qu'il a perdu son petit frère à une semaine d'intervalle de vous, de la même maladie. Que son frère aussi se droguait, que son frère était aussi quelqu'un de très brillant. Et d'un seul coup, on partage ça avec cette personne et on se dit, waouh, c'est fou. Mais en fait, pour pouvoir partager ça avec des gens et pour pouvoir rencontrer des gens qui ont vécu exactement la même chose que vous, il faut une grande médiatisation, puisque pour que ces gens viennent à vous et découvrent ce que vous avez vécu, il faut il faut un canal d'expression qui soit colossal. Voilà. Donc moi, pour moi, non, ça t'a aidé. Ah, mais énormément. Mais qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à des jeunes filles, jeunes femmes qui sont mal dans leur corps, dans un sens ou dans l'autre, voire susceptibles de basculer dans un trouble alimentaire grave, dans le rapport aux écrans, le rapport à Instagram, à leur image? Est-ce que tu penses que ça aide? Est-ce que ça nuit? Comment tu conseilles ou tu conseillerais à ces personnes-là qui sentent que le rapport au corps devient problématique? Bah, de toute façon, les réseaux sociaux, ça peut être extrêmement salvateur et extrêmement violent. C'est comme les choses très puissantes, c'est que dans les extrêmes. La puissance d'une chose est extrême. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que c'est ou très très génial, ou très génial, c'est pas très français, mais ou extraordinairement salvateur, d'un seul coup, waouh, on est encensé, ou alors extrêmement violent quand d'un seul coup une classe entière met sur les médias que la personne est grosse, moche. Moi j'ai une jeune fille que j'ai beaucoup aidée, d'ailleurs j'ai partagé un truc où j'ai tagué son lycée, où j'ai tagué les gens de son lycée en disant si vous avez quelque chose à lui dire, à parler de son poids, venez me voir moi. Venez, je vous attends. Alors, j'ai tagué tous les élèves qui lui faisaient du mal. Je les ai tagués un par un. Donc, je peux vous dire que ça a été violent pour eux. Parce que quand moi je tag, il y a 122 000 personnes qui me suivent. Donc, j'y suis allée. Vous avez un problème avec elle? Pas de problème, allez-y. J'ai même proposé de venir à la sortie de son lycée. On n'est pas allé jusque-là. Mais elle m'a dit oh, quand vous avez fait ça, le lendemain, je suis arrivée. Ça les avait calmés grave. Ils étaient là, bonjour, on est désolé. Parce qu'en plus, il y en avait plein qui étaient fans de ta série, donc qui étaient fans de Demain nous appartient. Donc, ils sont venus. Donc, il y a un moment, moi, la violence, je réponds par la violence. Après, je ne sais pas si c'est intelligent. Mais par une violence, c'est-à-dire que je ne vais pas insulter les gens ou je vais pas. Mais en revanche, moi, si on attaque des gens, je réponds de la même façon. C'est-à-dire que vous voulez vous battre, il n'y a aucun souci, on va y aller. Après, c'est ma nature. Moi, je suis quelqu'un. Je suis comme ça. J'ai été parfois, c'est pas toujours très intelligent, mais moi, j'ai vécu des violences. Physique aussi, j'en parle pas dans mon livre, mais moi aussi j'ai vécu de la violence physique. Bref, ça j'en ai pas parlé parce que j'ai pas trouvé que c'était nécessaire, mais aussi j'ai vécu de la violence par rapport à mon petit frère qui quand même a été violé de l'âge de 5 à 10 ans, donc c'est lui qui a vécu ces sévices, évidemment, c'est pas moi, mais ces sévices-là ont une répercussion sur nous, sur la famille,
sur les enfants, sur les cousins, etc., etc. Et donc moi, je n'ai pas peur de... Je n'ai peur de rien en fait. C'est même assez dangereux parce que je me souviens qu'un jour on était avec mon autre petit frère Jérémy qui est le plus jeune et qu'on s'est retrouvé confrontés à l'époque à des skins, ce qui c'est plus un mouvement qui existe vraiment mais qui est à l'époque et qui ont commencé à attaquer quelqu'un et moi dans le métro j'ai commencé à dire ce que je pensais et mon frère m'a dit mais on va se faire buter Ariane. Donc moi je n'ai pas peur de ça. Donc je vais au fight. Hein. Donc mais plus avec la parole souvent mais en fait Non, mais on sent l'injustice me rend malade. On sent un grand courage. Et alors, ce livre, c'est du courage, s'appelle La Grosse, mais ce n'est pas une histoire de boulimie. La boulimie fait partie d'un labyrinthe, d'une construction de récits. Mais je trouve que ce livre est surtout un livre sur la résilience. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Et tu racontes en effet des histoires de vie, une famille construite puis déconstruite, un petit frère qui a été violé, agressé sexuellement pendant de nombreuses années, un déni, des silences. Tu racontes aussi des divorces, tu racontes des histoires d'amour, de désamour. Et finalement, à travers ton parcours, il y a quelque chose qui m'a frappée, c'est qu'il n'y a jamais de pathos. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui pourraient l'être, qui pourraient tomber dans le drama, dans quelque chose de terriblement douloureux. Mais ta façon de le raconter, je pense, a été ta façon de la vivre. Et c'est-à-dire avec ce courage, cette détermination à continuer, à avancer, à aider les gens, à aimer malgré tout. On a le sentiment qu'à aucun moment tu n'arrêtes d'aimer. Et ce schéma de résilience, j'aimerais que tu en parles parce que je pense que c'est important de témoigner quand on a vécu tout ce que tu as vécu, ce que tu racontes avec ces mots si simples et si sincères. Comment cette mécanique s'est-elle mise en route et sur quoi ça s'est appuyé à travers toutes ces années, parce que finalement tu incarnes pour moi et pour d'autres la résilience. C'est très joli, merci beaucoup ce que tu viens de dire, je suis très émue. Ça m'émeut ce que tu viens de dire. Je pense que la résilience arrive chez des gens qui ont un grand amour de la vie. Parce que la vie, finalement, elle est merveilleuse. La vie est extraordinaire, on peut s'émerveiller de rien. Je sais pas, d'une fenêtre qu'on ouvre le matin, d'un rayon de soleil qui vous vient dessus, d'un arbre avec qui d'un seul coup est en fleurs et perd ses fleurs. Et c'est marrant parce que j'ai un ami qui a mis un post hier qui m'a vachement frappé. Il a une moto, voilà, et sa moto est au-dessus d'un arbre en fleurs. Et il y avait des dizaines de pétales de fleurs tombées sur sa moto. Et il a mis, je sais pas si je trouve ça très beau ou si c'est sale, finalement. Et ben je crois que c'est un peu ça la vie. Je pense que on peut trouver que la boue sur des bottes quand on marche dans la forêt, c'est sale, ou on peut trouver ça génial parce que ça fait floc, 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 floc. Et c'est génial d'être dans la forêt et d'avoir ses bottes et d'avoir de la boue dessus parce qu'on est protégé et en même temps, c'est génial de marcher dans la boue. Ben, je crois que c'est ça la vie. C'est-à-dire que où on trouve ça génial de marcher dans la boue parce qu'on a ses bottes pour se protéger, ou on trouve ça sale. Mais c'est ça la résilience. C'est-à-dire que où on décide d'un seul coup de trouver les choses belles, ou on les trouve sales parce que finalement chaque chose peut être vue de façon différente. Et je pense que c'est ça la résilience. Est-ce que tu es croyante ? Ah. Oui, je crois, en tous les cas, je crois qu'il y a une force au-dessus de nous en quelle on peut le croire, en l'univers, en un Dieu, évidemment. En revanche, toutes les religions me font peur parce qu'elles sont souvent... Trop dogmatiques. Ouais, source de conflits et de... Mais toi qui as une grande liberté intérieure, ça ne m'étonne pas que tu répondes ça. Mais qui t'a transmis cette sagesse, justement, cette résilience dont on parle, cette capacité à aimer la vie malgré tout, entre guillemets,
Est-ce que c'est cette grand-mère merveilleuse qu'on a tous envie d'avoir quand tu en parles dans ton livre, et on a tous envie que ce soit la nôtre? On a tous envie d'avoir Vic, hein, comme dans la boue. Exactement, C'était c'est ça. ça, c'est exactement. Est-ce que c'est elle? Est-ce que ce sont les rencontres, les amours, peut-être, que tu as vécu? Je sais pas si je suis sage. Je crois pas que je sois encore sage. Il y a une forme de sagesse. Je t'assure, même dans tout ce que tu incarnes, il y a une forme de sagesse. Alors, je pense que j'ai une forme de... Maintenant, j'arrive encore à me disputer avec mon cousin, par exemple, qui m'insulte parce que des journaux à scandale ont parlé de mon livre et ont transformé les choses. J'arrive encore à lui répondre des choses extrêmement violentes. Donc, si j'étais sage, je me dirais, parce que c'est quelqu'un que j'aime profondément, donc si j'étais sage, vraiment, j'aimerais arriver à ne plus jamais rentrer dans ce conflit, à prendre du recul comme ça par rapport aux choses. Donc, Mais déjà, tu sais quelle est la progression. Oui, voilà. Donc je ne suis pas encore vraiment sage parce que j'arrive encore à avoir des choses violentes dès qu'on s'approche de mon fils, dès qu'on s'approche des gens que j'aime, dès qu'on touche à des... Voilà, je suis encore en guerre. Et je pense que la sagesse, c'est de ne plus du tout être en guerre. Donc j'y vais, je suis sur le chemin, mais j'ai pas encore dès que tu seras déjà moins en guerre avec toi, tu seras moins en guerre avec les autres. Exactement. Alors une fois n'est pas coutume, habituellement on parle beaucoup de yoga dans ce podcast, et là on ne va pas parler de yoga dans le sens de pratique de yoga, puisque tu n'es pas une yogi. Mais j'ai des choses. Je peux te raconter des choses. Mais tu es une vraie, oui, et tu es une vraie sportive. Tu vas me raconter, mais tu vas voir pourquoi je dis ça. Mais comme tu le sais, dans le yoga, on dit qu'il y a 8 corps ou 8 limbes ou 8 parties du yoga qui construisent finalement cet ensemble, cette philosophie de vie, cet art de vivre global. Et les 2 premières, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ne sont pas les postures de yoga, mais ce qu'on appelle les yamas et les niyamas. Et ce sont des règles de vie vis-à-vis de soi et des règles de vie vis-à-vis des autres. Et justement, dans ces yamas et ces niyamas, on parle entre autres de ahimsa, qui signifie la non-violence. Et la non-violence est donc un des principes fondateurs du yoga, mais il y a également cette idée de vérité, satya, et de cette vérité avec soi. Et moi, je trouve, quand je te lis, quand je réfléchissais à la préparation de ce podcast, que finalement, ce sont des thèmes de yoga qui te touchent et que tu incarnes déjà à ta façon. Ah, c'est drôle, c'est joli que tu me dises ça. Parce que alors, c'est très très drôle parce que moi, j'ai 2 discours sur le yoga. C'est-à-dire que j'ai en moi, en plus j'ai Nissima qui est mon guide, qui est une femme extraordinaire, avec qui j'ai fait le TNI, avec qui qui est une grande yogiste, avec qui m'a appris la méditation, qui m'a appris que dans la vie on peut avoir tout ce qu'on veut, il suffit de le vouloir et de le savoir, avec qui j'ai fait une grosse formation là-dessus de 6 semaines, voilà, qui fait que maintenant quand je veux quelque chose, je le demande et ça marche. Ça, c'est assez extraordinaire. Ah, ça, bien c'est sûr, la force de l'intention. Voilà. Mais ça, c'est un autre sujet que j'ai donné à mon fils, d'ailleurs. C'est pour ça aussi qu'il en est là aujourd'hui. Enfin, c'est grâce à lui, mais c'est grâce à son travail. Non, mais c'est pas un autre sujet. Au contraire, c'est hyper intéressant de partager aussi ton expérience. Justement, l'idée, c'est de montrer que le yoga, c'est pas le tapis forcément. Voilà. Donc ça, tout le reste. Ça en fait partie. Et du coup, évidemment, moi, j'ai ce chemin qui a changé ma vie. Le jour où j'ai rencontré Nissima, elle m'a énormément aidé là-dessus. Et dans la réussite est possible pour tout le monde. Il suffit de le vouloir et de le savoir. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais j'en parle aussi un peu dans mon livre. C'est-à-dire que je pense qu'on peut tout faire. Et le yoga en fait évidemment partie. En revanche, moi, j'ai un truc avec le yoga, c'est que ça me fait rire. Alors, je m'explique. Ça plairait beaucoup à notre copine Mamouze d'entendre ça. C'est-à-dire que je m'explique. J'ai essayé, avec des copines, j'ai même essayé, donc je me suis fait virer un jour d'un cours de yoga parce que je pleurais aux larmes. Donc la prof m'a dit assez gentiment, mais assez fermement, de partir avec ma copine. Donc on a un tapis et on riait encore dehors. Donc ça là. Et une autre fois, j'ai pris un cours de yoga chez moi. Et à un moment, il nous a dit salutations au soleil. Ça je connais, mais il nous a dit dites bonjour au soleil. Et là, on nous a perdus. C'est-à-dire que, voilà, j'étais avec ma copine Sophie et on pleurait. Et donc, on s'est fait... Il est parti en disant, mais c'est pas possible. Donc, je n'ai jamais réussi à faire réellement du yoga parce que ça me fait rire. Pourtant, je suis une grande sportive et à un moment, je me dis... Et en plus, ma grand-mère faisait énormément de yoga. C'est pour ça que d'ailleurs, à 90 ans, elle avait un corps
incroyable parce que C'est quand même, peut-être pour ça qu'elle a été si sage et si gaie toute sa vie. peut-être. Parce que tu ne crois pas que justement le yoga c'est gai? Ah bah bien, mais bien sûr Moi, que si, la c'est preuve pour c'est ça, que moi moi ça me ça fait me rire. plaît l'idée que ça te fasse rire. Sauf que je n'y arrive pas. Donc je me dis, bon, à un moment, il va falloir que j'essaie vraiment de faire du yoga réellement. Parce que bon, moi je fais de la boxe, ça j'adore ça. Je fais du jogging, je fais du Du mythique. pilates. Voilà, je fais énormément de choses. Mais le yoga, c'est un truc, ça me fait rire. Moi, quand on me dit, tu dis bonjour au soleil, ça m'a rappelé quand j'avais été pris pour le stage d'Ariane Mouchkine, où je suis très vite partie, où à un moment, elle nous a dit, vous faites le vent et vous êtes le feu et la tempête. Ah, Toi, t'étais le feu, non? donc, ok, mais comment je fais un feu, moi? Réfléchissons, ça crépite. Voilà. Et donc, où je me suis retrouvée, moi j'étais très pin-up, avec mes petites mini-jupes jusque-là, et machin et tout, parce qu'à l'époque, j'étais gaulée comme une déesse. Donc, et je suis arrivée avec des gens habillés en noir, avec les cheveux gras et tout. Je me disais, mais pourquoi ils ne se lavent pas les cheveux? Moi, je comprends pas. Et pourtant, voilà. Donc, ça me fait un peu le même effet qu'avec le yoga. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est un truc baba cool pour moi et tout. C'est super loin de moi. Alors qu'en fait, c'est totalement faux quand on te voit. Mais voilà, j'ai un truc avec le yoga, on en reparlera. Voilà. Donc tu reviendras dans les conversations du TIG quand tu seras devenue une grande pratiquante de yoga, peut-être dans quelques mois, et tu nous raconteras ton parcours de découverte du yoga. Mais en tout cas, moi je tiens à te dire qu'il y a déjà un peu de yoga en toi, D'accord. et que cette idée déjà d'affronter la vérité, je t'assure que c'est pas si simple, et il y a beaucoup de personnes qui n'en sont pas capables. Et qui ne vivent pas dans cette vérité de qui ils sont, de où ils vont, et qui ne savent même pas faire ce que toi tu fais à travers ton métier d'actrice, à travers le fait d'être une grande sportive, c'est d'habiter ton corps. Et je crois que le yoga nous offre ça. Le yoga nous offre cette capacité à ne plus être un passager clandestin de notre corps, à être pleinement conscient de le vivre, de l'habiter, de l'incarner, voilà, de son mouvement, de son énergie. Et finalement, toi, tu l'es. Tu l'es parce que tu lui as fait du mal, mais tu t'en as pris conscience, tu l'as soigné, tu le soignes. Ça veut dire que tu es au contact de ce corps, tu vis avec lui, et puis tu vis avec lui parce que c'est quand même ton outil de travail. Ouais, bah oui, bien sûr, Et bien sûr. donc voilà, pour moi, tout ça est du yoga, et je pense que tu seras une grande yogi. Bon, bah écoutez. Et d'ailleurs, si tu veux devenir prof de yoga, je pense qu'on peut se donner rendez-vous dans un an. Non, mais il y a un truc que tu viens de dire, là, juste je voudrais rebondir, qui est très intéressant. Que tu m'as dit que j'étais dans la vérité et que je disais vraiment la vérité. Et c'est vrai que je me suis juré de ne pas mentir dans les interviews et de dire vraiment la vérité. Alors que j'ai été quand même la plus grande des menteuses. Ah bah bien sûr, non mais quand on est Donc, quand on est la plus anorexique, grande, on ment du matin au soir. Ah non, mais surtout que même pour tout, moi je mentais pour tout. J'ai été quand même une des plus grandes menteuses qui soit. Donc d'ailleurs, je suis c'est pour ça que moi d'ailleurs, si quelqu'un ment, je le vois dans la seconde, parce que moi je suis la professionnelle du mensonge. Et mon frère Benjamin est le plus grand menteur que j'ai rencontré aussi, et on est quand même une grande famille de menteurs. Donc d'un seul coup, dire la vérité, être face à la vérité et dire la vérité, c'est quelque chose... je pense que c'est ma plus grande victoire, ça. Mais c'est excessif comme dans le mensonge. C'est-à-dire que d'un seul coup, je balance toute la vérité. Voilà, oui, je dis la vérité. Et d'ailleurs, dans le livre, je comprends, enfin, je me mets à la place de ta famille ou des personnes proches de toi qui ont pu découvrir certaines choses qui faisaient partie, qui étaient rangées dans le placard mensonge et qui tout d'un coup basculent dans le placard vérité porte ouverte. Je peux imaginer ce que ça a pu créer comme électrochoc parce qu'effectivement, il y a quand même un bon tsunami. Tu y vas franchement. Quoi. Ah bah, d'un seul coup, je me suis dit, ok, bah, c'est bon, ça suffit de mentir. Allez, hop, c'est bon. Ça suffit de mentir pour tout le temps, c'est fini. Donc, mais c'est vrai que tu vois, alors la vérité, ça demande du courage faire quand même. partie de la résilience. Oui, bien sûr. Moi, je pense que... Aussi. Et j'ai eu la chance d'interviewer dans les conversations du TIC plusieurs personnes sur ce thème de la résilience. Élise Bogossian, que tu connais, Marie de Henzel. Voilà, c'est un sujet qui, je pense, est passionnant et finalement infini parce qu'il y a tellement de façons de trouver cette résilience, de la créer, de la mettre en place par différents mécanismes. C'est infini. Donc, et systématiquement revient sur la scène cette idée de vérité, d'honnêteté, de sincérité, parce que on peut pas y aller sans ça, tu vois. Tu dois dire ou admettre, enfin voilà, il doit y avoir un problème pour chercher une solution. Mais tu sais,
On dit toujours qu'il faut du courage pour dire la vérité. Moi, je pense qu'il faut... Alors, ça va te choquer, hein, ce que je dis, hein. Je vais te dire. Mais je pense aussi qu'il faut beaucoup de courage pour mentir. Parce que... Je sais pas si tu as vu, il y a une interview, il y a un reportage en ce moment qui est très intéressant sur Johnny Hallyday sur Netflix. Je l'ai pas vu, non. Et c'est absolument intéressant parce qu'à un moment, on lui dit quel est votre plus gros défaut. Et il dit je mens. Je mens tout le temps. Là, tu découvres qu'en fait, il raconte qu'il avait rencontré Elvis Presley, que c'est totalement fou, il l'a jamais rencontré, qu'il a même jamais été à un de ses concerts. Enfin bon, tu découvres un truc. Et en même temps, ce type, je pense que si c'est devenu une grande star, il est assez fascinant. Hein. C'était la plus grosse star française, c'était la Tour Eiffel. On aime ou on n'aime pas Johnny Hallyday, mais c'était la Tour Eiffel. Hein. Voilà, il n'y a qu'à voir son enterrement. Ouais. Et, Et il faut du courage pour mentir et du ouais, courage pour avouer qu'on ment. Ouais, et il dit ouais, moi je suis un immense menteur. Mais c'est ce qui a fait aussi son succès, parce qu'il a raconté qu'il était américain, tout ça est faux. Sûr. Et donc c'est intéressant le mensonge, ce que ça peut. Mais ça, du coup, c'est peut-être aussi intéressant par rapport au yoga. Absolument, absolument. Mais tu sais, il y a le corps ne ment pas. Le corps n'est pas conditionné pour mentir. Le corps, la seule chose qu'il peut faire, c'est de passer sous silence. Il y a l'omission, mais il n'y a pas le mensonge. Donc ton corps a un sujet, il a un problème, il manifeste, il envoie un message. Mais si au bout d'un moment, tu refuses de voir les messages, tu ne veux pas les entendre, tu n'affrontes pas les signaux, il va arrêter de les envoyer et on passe dans le registre de l'omission. Mais le corps ne ment pas. Et c'est pour ça que ce rapport au corps, tu l'as vécu, je l'ai vécu, et je pense que beaucoup de personnes le comprennent, il est si complexe parce qu'on l'aime autant qu'on le déteste, on en a besoin autant qu'on veut s'en débarrasser quand on est dans ces troubles alimentaires. Et c'est à la fois, tu vois, cette question sur les écrans et les réseaux sociaux, elle est pas là pour rien. C'est qu'à la fois, on a envie de se montrer et de s'exposer, et en même temps, on aimerait se cacher et disparaître. Et c'est ce curseur qu'on déplace en permanence qui nous épuise, mais le corps, lui, il est là. Il est là, il est vrai, il est tout le temps, il est unique, il est pleinement, il nous véhicule, et c'est notre meilleur allié. Donc, moi, je pense que le yoga nous aide, en tout cas moi, m'a aidé dans mon expérience personnelle, voilà, de problèmes de rapport au corps à travers l'anorexie. Je l'ai toujours dit, et je suis comme toi, je n'ai pas eu peur d'en parler, même dans un livre. Le yoga m'a sauvée, vraiment. Moi, 6 mois après la naissance de mon fils, je pesais 40 kilos et je voulais disparaître. Et donc, voilà, et moi, j'avais cette addiction. Alors, toi, c'était les pains au chocolat. Moi, c'était me faire vomir autant de fois que possible. T'imagines, on avait 70 kilos d'écart. On pouvait en mettre 3 comme moi. Non, mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est un sujet important. C'est un sujet qui est compliqué. Les gens ont du mal à en parler. Même moi, j'ai du mal à en parler. Je pense que c'est pour ça que j'ai été si bouleversée par ton livre et que j'ai eu envie de t'inviter après l'avoir lu en disant il faut qu'on en parle parce que enfin, j'ai rencontré la bonne personne qui va pouvoir venir parler de ce rapport au corps complexe et totalement schizophrénique qu'on peut avoir. Oui, bien sûr. Et je crois que ça touche beaucoup de personnes et je pense que c'est important d'oser le dire. Et tu vois, moi, je n'ai jamais cherché à incarner la yogi parfaite, surtout pas, je ne fais pas le grand écart. Je peux essayer. Alors en plus, vraiment, j'ai jamais réussi. Il y a vraiment rien à faire. Mes jambes ne veulent pas s'écarter. Tu verras le. Mes jambes ne veulent pas s'écarter. Elles veulent pas. C'est impossible. Voilà. Mais pour autant, je n'aime pas mon corps. Et j'ai adoré ta réponse tout à l'heure et tu avais raison de me contredire. Moi non plus, je ne suis pas encore arrivée au point où je peux dire que j'aime mon corps, mais je suis comme toi, je suis guérie, mais je me soigne. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'aime autant ce livre et j'aime autant cette phrase et j'avais à ce point envie de le partager avec tout le monde, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on imagine qui peuvent traverser ce qu'on a traversé, toi et moi, voilà, sous des formes différentes. J'ai quand même une question. Si demain ton livre devenait un film, une série, quelque chose, est-ce que c'est toi qui incarnerais ton personnage? Est-ce que tu serais capable de jouer le rôle de ce livre? Il est hors de question que quelqu'un d'autre que moi le fasse. Après, évidemment, je ne pourrais pas me jouer quand j'ai 10 ans. Hein, donc ça, évidemment, ça, il y aura quelqu'un d'autre qui jouera à ma place. Mais tu aurais le courage de revivre ça. Ah oui, je veux le jouer. Je veux le jouer. Et j'ai même déjà des idées de qui je voudrais qui joue les personnages. Mon frère Benjamin, pour moi, c'est Vincent Cassel.
c'est fou, parce qu'en plus, il y avait un truc, une similitude dans le physique, donc... Ah oui, non, donc c'est bien, on est déjà dans la réalité. Et c'est quoi les projets d'Ariane Séguillon pour les mois à venir dans cette idée de continuer? Est-ce que tu as envie de continuer à partager ou est-ce que tu te dis c'est bon, j'ai fait ma part, j'ai fait mon livre, si ça peut aider, formidable, mais moi maintenant j'avance et je roule pour moi. Ah non, 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 mon livre, il est extrêmement important. Je veux vraiment qu'il continue à exister et donc, évidemment, continuer à partager. C'est pour l'instant la chose la plus Est-ce importante que de tu as ma envie vie. de t'investir pour aider des personnes Ah qui oui, 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 traverseraient oui. Ah les ouais, mêmes j'ai vraiment... épreuves? Ouais. Et d'ailleurs, je le fais hein, sur les réseaux, les gens m'écrivent, je leur dis, alors donnez-moi des nouvelles. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent, est-ce qu'on peut aller voir votre psy? Je dis non, un psy ne se partage pas. C'est encore ce que j'ai expliqué à mon fils hier, qui me dit, ah mais j'aimerais bien aller voir ta psy, elle a l'air bien. Je dis, mais non, rien, un psy. Puis en plus, t'es mon fils, alors là, c'est ce qu'il y a de pire. Il me dit, ah, mais pourquoi? Surtout pas. Je lui dis, mais parce que c'est un truc, un psychanalyse. Il me dit, je comprends pas. Bon, écoute, je laisse tomber. Donc oui, évidemment, je veux continuer à aider les gens et à partager, surtout avec eux, parce qu'ils m'aident aussi. Je pense que quand on aide, on est aidé. C'est-à-dire que c'est un partage, l'aide, toujours. Euh, Ça, c'est la chose la plus importante de ma vie. Après, je vais jouer à Avignon avec Juliette Méniac et Sylvie Hautecoeur, une pièce qu'on a coécrite avec Isabelle Alexis, voilà, qui va être mise en scène par Jean-Luc Moreau. Magnifique. Et puis tu continues à vivre entre Paris et Sète, voilà. où tu continues à tourner. Et je continue Demain à nous tourner, appartient. évidemment, Demain nous appartient, voilà, qui fait partie de ma vie, Sète, qui est ma deuxième maison, d'ailleurs, avec qui je vais faire une grosse dédicace demain à l'hôtel de Paris, parce que c'est l'Escale à Sète, où il y avait tous les bateaux. Tu te rappelles une fois, c'est très beau, Sète. Et voilà, donc voilà, j'ai une pièce de théâtre, la promo de mon livre, et Demain nous appartient, je suis bien, bien occupée. Et ça me rend très heureuse, parce que moi, ce que je préfère au monde, c'est être occupée. J'ai une dernière question que je pose à tous les invités des Conversations du Tigre. On vient de traverser des mois, et maintenant, malheureusement, on compte en années, de désorientation majeure où on était un peu perdu, on ne savait plus ce qu'on avait le droit de faire, ce qu'on pouvait projeter, pas projeter, où est-ce qu'on avait le droit d'aller, quand, etc. Et on sent qu'il y a encore, que la société porte encore les stigmates de ça, avec des difficultés à construire, reconstruire, déconstruire. Quel serait toi ton conseil pour tout d'un coup se dire ok, désormais je vais de l'avant? Moi, je pense, je ne parle pas d'économiquement, parce que je sais que ça a été la catastrophe pour énormément de gens, économiquement, Certes. même dramatique pour certaines personnes, le Covid et tout ce qui s'est passé dernièrement. Enfin, on est quand même en guerre. Enfin, nous, on n'est pas en guerre, mais je veux dire, ce qu'on voit, c'est marrant, parce que quand j'étais petite, je me disais, ah, c'est marrant, dans les années 2000, toutes les guerres, tout auront disparu. Bon, bah, je crois que j'étais un petit peu... J'ai un peu rêvé. Je pense que je vais citer un truc des 4 accords Toltec. Il ne faut jamais rien prendre personnellement. Et Ah, on l'adore cet accord. je l'adore. Le deuxième. Ouais, parce que moi, le Covid, entre parenthèses, ce confinement, tout ça, m'a rendue très heureuse. Bizarrement. Alors évidemment, hein, comme tout le monde, économiquement, c'était pas... Et bon, j'ai la chance quand même de m'en sortir, de réussir, donc je vais pas me plaindre là-dessus. Mais... Petit clin d'œil à mon contrôle fiscal. Non, mais excusez-moi, je peux pas m'empêcher de la placer, celle-là. On traverse tous des épreuves actuellement. Ce qu'on traverse, c'est très dur, mais on ne vit pas en Éthiopie. On peut manger. On ne vit pas actuellement en Ukraine. Oui, évidemment, on a perdu des gens du Covid. Évidemment, moi j'ai même été hospitalisée. Hein, j'ai eu un Covid très très violent. Mais je trouve qu'on est quand même extrêmement chanceux dans nos pays, entre parenthèses civilisés, parce que parfois j'ai des doutes sur le fait de la civilisation humaine, mais on a beaucoup, 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 beaucoup de chance, on a beaucoup d'aide, on a beaucoup d'écoute. On a évidemment des cons qui passent dans la vie politique, dans le quotidien, dans tout. Je ne mettrai certainement pas un avis politique car ce n'est pas mon rôle. Mais je trouve qu'on a beaucoup de chance. Donc, quand on traverse les épreuves en se disant qu'on a beaucoup de chance, déjà, on ne les traverse pas de la même façon. Voilà, ce sera mon conseil. Je trouve que c'est extrêmement judicieux.
Et c'est très positif, ça te ressemble. Et j'aime beaucoup cette parole. Donc voilà, traversons toutes ces épreuves et continuons à les traverser avec l'idée qu'on a beaucoup de chance malgré tout. Ouais. Et je crois que ce malgré tout, c'est vraiment finalement, ça pourrait être le deuxième sous-titre de ton livre, c'est être heureuse malgré tout. Je suis guérie, mais je me soigne. La grosse d'Ariane Séguillon aux éditions Flammarion. Voilà, c'est un petit bijou. Moi, je ne l'ai pas arrêté, je l'ai lu d'une traite parce que c'est voilà, un labyrinthe de vie, un récit poétique, drôle, triste. C'est bourré d'affection, c'est bourré d'humour, et c'est surtout un grand, grand, grand message de résilience. Donc merci Ariane de l'avoir écrit et merci d'avoir accepté cette invitation et de venir partager avec nous voilà, tes fantômes du passé et du présent. Et j'espère qu'on se reverra vite. Et la prochaine fois, je vous promets, on sera sur un tapis de yoga. Oh mon Dieu, c'est pas gagné. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis et prenez soin de vous. À très bientôt. C'est ça, une salutation au soleil. Non, ça c'est namasté. Ah, namasté. Bon, attendez, on prépare le namasté. Merci à tous et prenez soin de vous. À bientôt pour une prochaine conversation du tigre. Namasté. Namasté.